Salut, je reviens vite vers vous parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter, de BD, de livres avant que je ne parte faire ma kiné en piscine. Donc je vous parle de ce manga qui pour moi est un excellent bouquin, un excellent manga. C'est le premier de ce tome, c'est tous les 100 ans dans le royaume d'Arialant. Il y a 4 jeunes filles qui sont appelées, qui sont sélectionnées pour hériter du pouvoir de la déesse. C'est un pays qui est fracturé, il y a les sanctifiés et les réprouvés. Il y a 10% de la population, ce sont des sanctifiés, dont les riches, et 90% ce sont des réprouvés, donc les pauvres qui vivent vraiment dans la misère, qui sont des moins que rien, qui sont que les sanctifiés jugent moins que rien, sauf que les réprouvés travaillent et paient des impôts aux sanctifiés. Les sanctifiés vivent dans le luxe et ne travaillent pas. Euh, Puis au-delà des illustrations, du graphisme, moi j'ai beaucoup aimé le trait, la finesse aiguisée. J'ai adoré les personnages, celui de Letty qui est forte, toujours prête à la confrontation, et puis qui ne s'en laisse pas compter, il y a des punchlines drôles et puis très piquées. On se prend d'attachement surtout lorsque l'on découvre qu'un funeste coup d'éclat se prépare. Donc Letty Denny, qui est sa mère est une réprouvée, elle avait un jumeau qui est décédé et sa mère est tombée en dépression. Donc parce que son fils était décédé, donc Letty, elle s'est travestie en garçon et elle jouait le rôle de son frère. Et puis un beau jour, donc son frère s'appelait Yule, un beau jour il y a deux sanctifiés qui sont arrivés, deux gardes de cristal, un escrimeur et un sanctifié de la haute société, et qui viennent la chercher parce elle a été désignée comme héritière de la déesse. Jamais, jamais une réprouvée n'a été héritière. Donc, Letty va les suivre en leur demandant de prendre également sa mère pour pouvoir la soigner parce qu'elle est dans une dépression profonde. Et puis, elle a décidé même si elle est discriminée, insultée, elle a décidé de se défendre, et puis elle a décidé de défendre les plus démunis. Et ouais, c'est ce qu'elle a décidé de faire, c'est ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle veut, j'en oublie mes mots, c'est ce qu'elle veut demander à la déesse. Donc c'est Kite, hein. Kite c'est celui-ci, c'est le brun, et Kirik. Kite, c'est un sang-mêlé, donc sa mère est une réprouvée, son père un sanctifié, donc il est au plus bas de l'échelle des sanctifiés. Et Kirik est un sanctifié de haut rang. Ils viennent la chercher pour la présenter à la déesse. Et même si on sent bien qu'entre les deux, il y a quand même une différence. Il y a Kirik qui, lui, est de haut rang, il a la richesse, il est très imbu de sa personne et il a une très grosse confiance en lui. Elle est illimitée, alors que Kite a plutôt... ouais, comme c'est un bâtard, un sang mêlé, il se rabaisse en permanence. Et puis, parce qu'il est au plus bas du rang des sanctifiés, il énerve Letty, donc, qui s'appellera désormais Yulite. Et il l'énerve parce que elle, quelle que soit sa condition sociale, elle a décidé de ne pas baisser la tête et de se battre en permanence. Je trouve que ce manga, c'est une très belle réussite. C'est le premier d'une longue série, j'espère.
C'est le premier et je trouve qu'il y a de belles valeurs. Moi, j'ai adoré l'histoire, l'intrigue, les personnages, la beauté des images. Et puis parce que quand on arrive à la fin, on sait qu'il y a quelque chose qui se trame et ça va aiguiser ma curiosité. Moi, j'ai adoré vraiment ce manga, c'est à lire. Franchement, ouais, il a de belles valeurs et ça parle de social, de la société, de la différence entre les riches et les pauvres, du travail, du regard des autres. Et je trouve ça hyper intéressant, enfin, fait par le manga, ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et, et il a été fait par deux femmes, donc une illustratrice et une autrice. Et c'est bien de le dire parce que souvent il y a beaucoup d'hommes dans le milieu du manga. Donc voilà, à lire, absolument. Franchement, ouais, il est hyper intéressant. Ensuite, j'ai lu Être mère. Alors c'est un... Comment on peut dire ça? Et bon, le livre, il a été initié par Julia Kernino. Donc, c'est chez l'Iconoclaste. C'est cette femme, cette autrice qui donne leur expérience sur la maternité, sur l'allaitement, leur ressenti. C'est un recueil. Donc, la maternité, c'est un bouleversement, on n'est jamais préparé. Parfois, on se sent prête, on se sent mère. Quand on a l'enfant, on est mère, ouais, on est mère. Et puis parfois, ben, le déclic n'est pas tout de suite là parce que mettre au monde un bébé, c'est aussi une responsabilité à vie. Et, euh, et c'est faire attention à un petit être quand parfois on n'arrive pas à faire attention à soi-même. Mais c'est être en vigilance en permanence, c'est devenir une louve quand on s'attaque à nos petits. Et puis, c'est vraiment un état qui nous chamboulera toute notre vie. Quand on devient mère, on est forte, mais on est à la fois fragile, surtout quand ça touche nos enfants. Et puis, on a nos interrogations, parfois l'oubli de soi. Et il y a une dualité entre la mère et la femme. Euh, il faut trouver un équilibre, c'est pas toujours facile. C'est pas inné, comme je disais, c'est semé d'embûches, c'est la plus belle aventure. Mais c'est une réflexion, ouais, c'est une réflexion sur les déchirures, sur. C'est une réflexion sur le fait d'entrer la maternité dans la littérature. Il n'y a pas. Hum, Chercher, il n'y a pas, on ne parle pas assez de la maternité, des tempêtes qui nous bouleversent. Après, c'est propre à chacun, chacune. Et c'est aussi être mère, c'est aussi avoir un papa présent. Euh, c'est être mère, c'est le postpartum. On n'en parle pas assez. Que c'est ne pas forcément avoir ce déclic entre l'enfant et nous, ne pas se sentir mère dès qu'on nous pose l'enfant, c'est une... Ouais, on s'apprivoise, quoi. On s'apprivoise. Et j'ai trouvé ça intéressant. Le fait que ce soit en recueil, que ce soit cette autrice, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, pour en avoir parlé avec mes filles, je trouve que on n'a plus la même approche de la maternité. Enfin, moi j'ai 30 ans de différence, 25-30 ans de différence avec mes filles, donc on n'a plus du tout la même approche de la maternité. Je trouve ça intéressant, on s'oublie moins. Je trouve que... et puis l'éducation change, le monde change, on est vu peut-être différemment. On a peut-être d'autres besoins, d'autres envies que ben moi j'avais pas forcément. Moi ouais, quand j'étais mère, je me suis sentie mère tout de suite, j'ai pas eu ce décalage et pour moi c'était une évidence. Pour moi ça a été le plus beau chemin de ma vie, même si c'est pas simple, même s'il y a eu des moments de crise, mais ouais ça a été le plus beau chemin de ma vie. Donc voilà, je vous laisse, lisez Être mère si ça vous intéresse.
C'est assez perspicace et c'est très très intéressant. Donc, Aurélie Valogne, L'envol. Moi j'ai beaucoup aimé entre Gabrielle et Lily. Gabrielle c'est la maman, Lily c'est la petite fille, il n'y a pas de papa. Le papa s'est cassé quand Gabrielle était enceinte et elles vivent toutes les deux. Gabrielle est partie de chez elle, elle n'a pas de bagage scolaire, mais elle aime sa fille. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur et qui n'a aucun jugement, qui travaille beaucoup pour donner le maximum à sa fille. Et puis, à côté de ça, Lily, c'est une gamine hyper intelligente, hyper douée, qui, en grandissant, se bat en permanence pour être la première et qui arrive aux grandes écoles, qui travaille 2 fois plus, 3 fois plus que les autres, mais qui arrive, son but c'est d'arriver au plus haut parce qu'elle ne veut pas avoir à manquer d'argent, elle ne veut pas avoir faim et elle ne veut pas avoir à ce qu'on lui coupe l'électricité, chose que sa mère a vécue et quelle gamine a vécu, mais ils ont vécu des... Ouais, il y avait une belle osmose entre elles et malgré tout le reste, tout ce qu'il n'y avait pas, il y avait une belle osmose entre elles. Et parfois, on sent les distances, l'adolescence, l'adolescence. C'est pas forcément une belle période entre la mère et l'enfant. Ici, Lily a envie de sortir de son milieu social et elle voit les défauts de sa maman, son peu d'éducation, son... Ouais, donc parfois, ben, elle a l'impression aussi d'étouffer parce que sa mère, elle n'a qu'elle, hein, et elle n'a qu'une seule fille, qu'un seul enfant, elle n'a personne d'autre, sa vie tourne toujours autour de sa fille. Par contre, elle a toujours travaillé dans des EHPAD, parfois elle prenait 3 boulots, elle travaille chez les personnes âgées. C'est quelqu'un qui est énormément apprécié, c'est quelqu'un qui est heureuse dès qu'elle a sa fille, pas beaucoup d'argent, mais heureuse. Et Lydie, quand elle arrive au sommet, est-elle réellement heureuse? Qu'est-ce qu'elle attendait de la vie? Est-ce que enfin, est-ce que tout, tout ce qu'elle s'est infligé, hein, parce que ça n'a pas été un parcours facile, est-ce que ça valait vraiment le coup? Est-ce qu'au bout, est-ce que l'on est heureux? Est-ce que c'est ça le bonheur? Donc, ouais, j'ai adoré de voir cette évolution sociale, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a une évolution sociale qu'on est forcément heureux. Et puis, dans le livre, j'ai beaucoup aimé aussi ben, les chapitres où chacune donnait son avis, sa perception du moment, de l'instant. Parfois, elles étaient en décalage, et plus Lily vieillit, plus elles sont en décalage. Et ouais, j'ai trouvé ça très touchant, très, très émouvant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gabriel. Ouais, il y a une philosophie de vie, des leçons de vie qui sont très intéressantes. J'ai lu aussi dans le cadre du challenge Juillet Sororité de enfin Stelfic, c'est Chère Mamie, tu vas rire. J'ai pas fait de chronique encore, mais ça va aller vite. En fait, c'est un bouquin qui fait du bien, c'est un bouquin pour la plage, un bouquin pour les vacances. C'est Virginie, donc Génie, qui écrit à Chère Mamie, Cher Papy, toutes ses pérégrinations, il y a beaucoup d'autodérision dans ce livre. C'est ouais, c'est beaucoup de... J'essaie de trouver quelque chose pour vous faire rire. Hein. Attendez, je me dépêche, quelque chose de pas trop long. En fait, c'est des lettres qu'elle envoie à ses grands-parents. Moi, j'aime beaucoup ce
ce mélange intergénérationnel, ouais, prendre soin de ses aînés, je trouve ça très beau. Moi, j'aime beaucoup. Euh, alors là, peut-être. J'espère que tu vas bien et que papy aussi. Chère mamie, j'espère que tu vas bien et que papy aussi. J'ai eu 2 heures de colle. Le prof l'a écrit sur le carnet de correspondance, alors j'ai été contrainte d'imiter la signature de papa. Elle est beaucoup plus facile que celle de maman. C'est passé nickel, sauf que Magali m'a dit qu'ils envoient aussi un courrier. Il a donc fallu que j'explique à maman, rentrée plus tôt que prévu, ce que je faisais dans le hall de l'immeuble avec un double décimètre agrémenté d'un bout de scotch glissé dans la fente de la boîte aux lettres. Tout ça pour apprendre le lendemain qu'en fait, il n'envoie pas de courrier. En plus de 2 heures de colle, je suis punie 2 semaines. Ça m'apprendra à dire la vérité. Mais il y a plein de choses qui font sourire, plein de choses. Ouais, c'est. Et puis en plus, vous ferez une bonne action parce que c'est pour la maison de Vincent qui développe des lieux de vie adossés à l'agroécologie pour adultes autistes. Des paysans déstressants, lisez ce livre, c'est vraiment. Ouais, ça fait sourire. Lisez-le. J'ai lu. Est-ce que je vous ai parlé de la dernière fois de mon mari? Je ne pense pas que je vous ai parlé un peu, mais sans plus que ça. Mais ouais, mon mari, qui est aussi, qui fait partie aussi de Challenge Juillet Sororité. Alors pour moi, mon mari, je n'arrive pas à décider si j'ai aimé ou pas aimé. Il m'a surtout agacé. Cette femme m'a surtout agacé. Mon mari, enfin, mon mari a agacé. Les enfants, c'est une verrue gênante. Elle ne voit que par son mari, elle ne vit que par son mari. Elle est complètement schizophrène, cette femme. Ses semaines sont cadencées par des jours codifiés et puis par des couleurs. Elle scrulte, elle se torture jusqu'à la folie, l'irrationnel. Elle est toujours à l'affût d'un faux pas de son mari. Elle pense que son mari aime une autre femme et elle fait tout pour être aimée par son mari. Moi, par contre, tout le long du parcours, tout le long de cette lecture, j'ai grincé les dents, je me suis limé les dents. C'est le cas de le dire. Et j'aurais dû mettre mon appareil. Je trouve que c'est l'ambiance, elle est lourde, elle est malsaine et toxique. Il est... Alors, ce livre divise, ça c'est sûr. Je trouve qu'il est assez déroutant. En même temps, de par la fin, il est assez jouissif. Je m'y attendais pas du tout. C'est une plume qui déconcerte. Ouais, moi je trouve que c'est des tumultes frappadingues d'une femme et d'un couple qui a eu raison de ma raison. Donc, mon mari, lisez-le si vous avez envie. Ne vous fiez pas à mon jugement. Plein d'autres, parce que je peux pas dire. À toi de le lire parce que moi je suis incapable de dire si j'ai aimé. Donc, allez-y, c'est ouais, assez surprenant, assez déconcertant. J'ai eu envie de la baffer, de la tirer par les cheveux, de la frapper et de lui creuser un trou. Mais sinon, lisez ce livre, il est intéressant. J'ai lu aussi, toujours dans le cadre de Juillet Sororité, lu Gaël Josse. J'ai lu À quoi songe-t-il ceux que le sommeil fuit. C'est des micro-fictions. Des micro-fictions, elle a une écoute ultra sensible, ça c'est sûr, sur nos vies. Ouais, elle a un regard assez acéré, en même temps assez tendre sur la vie. C'est des fenêtres sur la vie en règle générale. C'est un recueil intense, court et intense. Il est d'une sensibilité accrue, il y a de fortes émotions. C'est des fenêtres sur des morceaux de vie et j'ai trouvé ça. Ouais, moi ça m'a touché, certaines m'ont touché plus que d'autres. Alors c'est tout âge, on a tout âge, tout sexe, tout. Enfin, c'est une virtuose des mots. C'est hyper poétique. C'est des actes manqués, des réussites, des joies, des failles. C'est l'amour perdu, l'amour naissant, c'est les interrogations que l'on se pose
quand la nuit quand le sommeil nous fuit, c'est des regrets, des remords, l'obscurité qui nous enveloppe, et puis, c'est aussi la solitude. La solitude qui pèse, la solitude qui a... C'est aussi l'amour, mais il y a beaucoup de solitude. Donc, moi la première m'a beaucoup touchée. Je sais pas, elle doit pas être... elle doit être trop longue, peut-être. Mais face à la longue plaine qui peu à peu dévore, engloutit, demeure un point minuscule à la fenêtre. Vigie immobile au milieu de la ville, incorporée à l'immensité de la nuit des hommes. Que racontent ces silhouettes silencieuses à la grande nuit bleue? Ouais, moi je me suis identifiée, j'ai beaucoup aimé parce que le sommeil me fuit régulièrement et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Très très intéressant et très, ouais, très émouvant. Donc ensuite, j'ai lu, ça je vous l'avais présenté succinctement la dernière fois, je pense, c'est Des gens comme il faut de Florence Chataignier. C'est une famille dysfonctionnelle qui est apparemment comme les autres, mais qui ne l'est surtout pas. On va suivre Floriane. On va suivre Fleur qui va dans sa cave et qui découvre tous les cartons que son père a descendus. Ça raconte la famille, ça raconte des années passées sous l'odeur de l'humidité. Elle essaie de construire son arbre familial car elle s'est sentie délaissée, mal aimée. On s'attendait à un garçon, c'était une deuxième fille, alors que Nine, sa sœur, est la première, et elle est jolie, elle est belle. Son père, il la vénère, et en fait, Nine va se casser, va partir loin de cette famille, va essayer différentes choses. Elle se construit mal, les deux se construisent mal, même si Nine elle est dans l'excès, dans la drogue, dans l'arrêt des études, elle part loin de cette famille dévastatrice, alors que Fleur, elle s'attache, ouais, elle s'attache, elle a besoin de reconnaissance. C'est un premier roman, alors un premier roman aussi ouais, avec ses erreurs, mais elle a un œil hyper acéré. Je trouve que c'est une famille bouleversante, en même temps assez dysfonctionnelle, malaisante. C'est euh, sans concession, mais avec beaucoup de pudeur. En fait, le père avait plus de tendances homosexuelles et c'est des tendances qui ont été réprimées parce que c'est les années 70, parce que la famille ne pouvait accepter ça. Donc, il a eu 2 enfants avec sa femme, il aimait beaucoup sa femme, mais en même temps, il y a eu beaucoup de montagnes russes, beaucoup de disputes, son père était gênant avec les petits amis des filles. Leur mère a toujours été assez distante. C'est une famille dysfonctionnelle. C'est sa famille à Florence Chataignier. C'est un livre prometteur. Il y a allez, à la fin, je pensais que ça allait être plus intense. Ça l'a moins été que je ne le pensais. Mais je trouve que c'est quand même un très bon roman. J'ai lu aussi dans le cadre de Juillet Sororité de Steph, j'ai lu L'Enfant Rivière. Donc c'est de Isabelle Amounou. Nathan a disparu à l'âge de 3-4 ans. Ouais, 3-4 ans. Il a disparu au bord de la rivière, alors, Ouatatoué. Je dis des bêtises. Non, Outaoué. Je pense que c'est ça. J'arrive plus à me souvenir du nom de... Donc, bon, l'enfant de Zoé et... L'enfant de Zoé et... Ça y est, j'ai un trou. C'est donc la rivière Outaoué. Nathan a disparu. Zoé et Thomas, ça y est.
Zoé et Thomas n'ont jamais retrouvé leur enfant, on n'a jamais retrouvé le corps. Il n'est ni mort ni vivant. Et leur couple a explosé. Zoé, elle est restée, elle est toujours là au bord de la rivière, alors que Thomas, c'était trop lourd à porter. Il est parti en France pour travailler. Au bout de 6 ans, il revient parce que son père est décédé. Il revoit Zoé et puis il y a une attraction, répulsion. C'est assez fort, assez intense. C'est un calme, un pondéré, mais en même temps, quand il voit Zoé, il a les souvenirs qui affluent. Et alors que Zoé, elle est tout en air, elle est impulsive, elle a le cœur à vif. Et puis, elle a un sentiment viscéral, animal, où pour elle, Nathan est toujours en vie. Elle le cherche toujours sur les bords de la rivière. Et dans ce livre, l'autrice, elle parle aussi des, euh, des migrations climatiques. Il y a de plus en plus d'ouragans, de crues, de tornades. Euh, les gens, les États-Uniens entrent au Canada parce que la rivière Outaouais est entre la frontière entre le Québec et entre le Canada et les États-Unis. On sent il y a des camps de migrants qui arrivent au Canada que l'on veut faire partir dans un camp en Alaska. Il y a aussi des bandes de gamins, des orphelins, ouais, des bandes qui se forment, mais qui sont hyper violentes. Mais qui sont violents parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de survivre. Alors, dans ce livre, il y a toujours une menace qui est sous-jacente, qui est une tension palpable. C'est assez lourd. Ouais, c'est. Et puis Zoé, elle a sa part d'ombre. C'est une femme qui est mi-indienne, mi-québécoise. Elle est en vigilance en permanence et tout se règle par la violence, la traque. C'est un personnage qui est borderline, qui est issu d'une famille qui est issue d'une famille dysfonctionnelle. Elle a été abusée sexuellement, sa mère l'a laissée, enfin sa mère s'est plongée dans l'alcool parce que quand elle était jeune, c'est une indienne, elle a été euh, au Canada, le peuple autochtone, ils ont pris les enfants pour les mettre dans des pensionnats catholiques. Ils devaient absolument oublier mince, leurs racines, leur culture amérindienne. C'était, elle a été traumatisée par ça, ouais. Elle a été traumatisée et elle a oublié de. Ça n'a pas été une mère pour sa fille et Zoé n'a pas été une mère pour son fils parce qu'elle n'a pas été protégée. Alors, c'est un livre dense, merveilleusement bien ficelé. C'est un livre d'une vibration émotionnelle. C'est un roman noir où le chaos s'installe, qui s'entrechoque. L'humanité s'agglutine sur un fil prêt à se rompre. On est dans un roman pas du tout. C'est en 2030, donc c'est demain. On vit presque. On est dedans. On est dans la crise climatique qui gangrène les vies, qui tue. C'est un roman aussi sur l'amour, la maltraitance, la résilience, le deuil. C'est un livre qui est surprenant, mais qui est aussi très très douloureux. Et puis le monde est à l'apogée de son point de bascule. J'ai fini? Non? Non, il me reste Cheveux de foudre
mais je ne l'ai pas encore fait. Et Les Loups de Cordelier, que je n'ai pas encore fait. J'ai lu Cathy, que je n'ai toujours pas fait non plus. J'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de violence. Non, j'ai écouté, beaucoup aimé, beaucoup de violence. J'ai détesté Cathy, j'ai adoré Philomena, qui, pareil, c'est une lutte sociale, qui a envie de s'élever, qui a, son grand-père lui lègue de l'argent, mais le fils, l'oncle de Philomena est décédé et sa femme a mis le grappin avec sa fille. Et le nouveau mari de la femme, ben, la belle-fille du grand-père de Philomena s'est fait voler sa fortune qu'il voulait donner à Philomena. Et Philomena va se battre pour la récupérer. Mais c'est une famille qui est complètement frappandingue. C'est une famille qui n'adore que la violence, qui recherche que la violence, qui ne veut que tuer. Cathy, c'est quelqu'un qui tue les gens à coups de marteau. Et il y a en fait, Philomena, elle devient l'obsession de Cathy, de sa belle-mère. C'est la fille à abattre, il faut lui faire mal. Donc il y a plein de rebondissements dans ce livre. Euh, et moi, j'ai pas trouvé de longueur. Je l'ai écouté, donc j'ai pas trouvé de longueur. En même temps, j'ai beaucoup aimé les personnages, mais c'est pas mon préféré de Michael McDowell. Moi, j'ai pas lu. Qu'est-ce que j'ai pas lu? Je n'ai pas lu Blackwater. Par contre, j'ai lu Les Aiguilles d'Or, et Les Aiguilles d'Or, j'ai vraiment adoré. Ça, c'est un livre noir. Les Aiguilles d'Or, il est encore beaucoup, beaucoup plus noir. Donc, moi, je lirai Les Aiguilles d'Or. Mais celui-ci est très bon. Il est très bon aussi, mais c'est pas mon préféré. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse. Je vous reverrai peut-être d'ici une dizaine de jours. Je vous souhaite un bon week-end, un bon 14 juillet, de bonnes vacances si vous partez. Dites-moi si vous avez lu certains livres que j'ai présentés. Dites-moi ce que vous lisez actuellement. Dites-moi ce que vous faites, si vous avez déjà pris vos vacances. Moi, ma prochaine lecture, je ne sais pas. J'en ai pris 5. J'en ai aussi sur ma tablette. Donc, je verrai bien. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais lire. Sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!